dis dans l'oreillette que je n'ai pas, que nous sommes en live. Bienvenue à vous quatre. Merci d'être présents et présentes à cette table ronde. Bienvenue à vous quatre, du coup, bienvenue à vous tous qui nous regardez actuellement sur Twitch. Bravo aux valeureux téléspectateurs qui sont présents depuis ce matin, 11h. Et donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant pour cette super table ronde. Je suis ravi de vous retrouver pour cette table ronde qui, a priori, sera au moins aussi passionnante que les précédentes et que les suivantes. Vous m'excusez avant, je vais vous griller la politesse. Je vais commencer par me présenter très rapidement et parler un petit peu de cette table ronde. Donc moi, je m'appelle Nicolas Oisel, je suis Head of Product et coach produit chez Weavoo. Et en parallèle de mes missions chez nos clients, je fais partie de la tribe RSE Produit Responsable, d'où ma présence à vos côtés sur cette table, puisqu'on va parler de juste des responsabilités au travers de l'inclusion et de l'accessibilité. Alors avant de démarrer, avant de vous laisser la parole, je voudrais rappeler les derniers chiffres de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques qui comptabilisaient en 2021 6,8 millions, soit 13% de personnes de plus de 15 ans vivant à leur domicile qui déclaraient avoir au moins une limitation sévère dans une fonction physique, sensorielle ou cognitive, et 3,4 millions, soit 6%, qui déclarent être fortement restreintes dans des activités habituelles en raison d'un problème de santé. Alors, pour améliorer le quotidien de ces personnes, à juste titre, fin avril, lors de la Conférence nationale du handicap, le président de la République a alloué une enveloppe d'1,5 milliard d'euros sur une enveloppe qui est dédiée donc, à l'accessibilité des transports, des bâtiments et du numérique. Je spoil un peu, mais il y a une de nos invitées qui a largement contribué et qui pourra nous en parler. Cette dotation, elle montre la nécessité de vraiment de se retrousser les manches et vraiment d'avancer sur la gestion de l'accessibilité et de l'inclusion dans les produits qu'on propose au quotidien en tant que product and tech people. Il faut se retrousser les manches. Aujourd'hui, clairement, il faut rendre nos produits plus accessibles, plus inclusifs qu'ils ne le sont. On pourra y revenir, mais je rappelle que l'accessibilité numérique est déjà encadrée par la loi. On peut notamment citer le fait que tous les sites du secteur public doivent être accessibles depuis 2012. Les sanctions, je crois, et Marine, tu pourras revenir dessus, je crois qu'il y a des sanctions qui peuvent être appliquées depuis 2019 si les sujets d'accessibilité ne sont pas clairement explicites sur le site et sur le produit numérique. Je vous laisserai peut-être aborder aussi les sujets du secteur privé. Côté inclusion numérique, c'est un peu plus flou, c'est un peu moins évident, avec une proposition de loi qui a été initiée en 2021 relative à la lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique et qui, sauf erreur de ma part, n'est toujours pas appliquée aujourd'hui, n'est toujours pas effective. On est en 2023, à l'heure où on réfléchit à aller marcher sur Mars. Je pense qu'il est aujourd'hui assez inconcevable d'arriver sur une application mobile dont on a besoin pour avancer dans la vie, mais face à laquelle on a l'impression d'être un intrus, ou bien encore qu'une personne en situation de handicap ne puisse pas bénéficier des mêmes services produits que les valides. La question à laquelle on va donc s'atteler maintenant avec nos 4 invités sera la suivante. Accessible, Inclusive by Design. Comment dépasser la simple obligation légale. Pour débattre de ce sujet passionnant, je suis honoré d'accueillir 4 personnes dont les retours et les conseils vont a priori être très complémentaires. Marine Boudreau, Pamela Corbin-Audou, Marion Ravier et Yannick Breivoine. Mesdames, monsieur, je vous laisse vous présenter. Peut-être Marine, si tu veux démarrer. À toi l'honneur. Avec plaisir, merci pour cette invitation. Ravie d'être ici autour de cette table ronde, ou carrée plutôt. Donc Marine Boudreau, aujourd'hui, je travaille à la DINUM, je suis préfiguratrice d'un nouveau pôle qui s'appelle le pôle Brigade d'intervention numérique, je pourrais un peu en parler. Je suis aussi haute fonctionnaire au handicap et à l'inclusion pour le ministère de la Transformation et de la Fonction publique. Top. Yannick ? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Yannick Breivoine. Je travaille dans le domaine de l'équipement du poste de travail au sein du CFRP, donc le Centre de formation et de reclassement professionnel de l'association Valentin UI. Je travaille beaucoup donc sur rendre le poste de travail accessible et ça passe aussi notamment par l'accessibilité numérique puisqu'on peut rencontrer des gens dont la carrière est gênée et pénalisée par un manque d'accessibilité. Et j'interviens aussi chez SNCF Connect pour des tests d'utilisateurs et de maintien de l'accessibilité au cours du développement. Et on t'avait d'ailleurs déjà reçu lors d'un Design Corner. Tout à fait, on a eu l'occasion déjà de parler design accessible. Exactement. Tu es venu accompagné du coup de Silver.
Oui. Qui est ton chien guide d'aveugle, avec qui on a joué un petit peu avant de démarrer cette table. C'est cela. Pamela? Enchantée d'avoir fait la connaissance de Silver et moi et des autres invités aussi. J'ai une petite préférence pour Silver quand même. Je m'appelle Pamela Corban-Audou et je suis responsable leadership, diversité et inclusion chez Decathlon Digital, qui est la partie tech de Decathlon, la marque qu'on connaît bien en France et dans le monde. Une des marques préférées des Français, accessoirement. Il paraît. Ouais. Mais je comprends pourquoi. Mon tour. Bonjour à tous, ravie d'être là. Je suis Marion Ranvier, directrice générale de la Content Square Foundation, qui a pour but de promouvoir l'accessibilité numérique pour tous en créant des produits innovants à destination des personnes en situation de handicap et des programmes de sensibilisation, aussi bien pour les marques que pour les organismes de formation. Top. Alors, petit rappel, pour vous qui êtes sur Twitch, vous avez la possibilité de réagir, de poser vos questions. Le timing est un peu serré, donc on fera en sorte d'en tenir compte. À vous de jouer sur le chat. Pour démarrer, je veux bien qu'on regarde dans un premier temps déjà votre définition de l'accessibilité numérique et puis un état des lieux de la législation. Vous avez vu que j'ai abordé 2-3 dates, mais je veux bien qu'on revienne dessus. Peut-être, Marine, si tu veux aborder ces sujets-là. L'enjeu de l'accessibilité numérique, c'est permettre à toutes les personnes qui partagent cette société dont on fait partie d'avoir un accès égal aux services, à la société en fait, et à tout ce qu'elle propose. Si je reviens donc peut-être sur la législation actuelle dans le secteur public, et peut-être après on pourra rentrer dans celle du secteur privé. Aujourd'hui, en fait, donc l'accessibilité numérique, elle est obligatoire pour tous les services publics, que ce soit des services publics qui soient opérés par le gouvernement, par l'administration, les services d'administration centrale, par les collectivités, par les établissements publics. Voilà, il y a beaucoup d'organismes qui sont concernés par ces obligations. Ces obligations donc, qui existent depuis 2012, qui ont été renforcées en 2019, comme tu le disais, par un décret qui rajoute des sanctions. Des sanctions sur les manquements à l'affichage, c'est-à-dire que j'arrive sur un service public numérique, je dois savoir quel est le niveau d'accessibilité, en tout cas de conformité aux exigences en matière d'accessibilité du produit ou service, pour savoir si finalement j'ai besoin je peux m'aventurer dans ce service ou finalement vaut mieux pas que je perde mon temps. Malheureusement, aujourd'hui, évidemment, beaucoup de services publics sont encore pas à 100% conformes à ces exigences, à ces règles d'accessibilité. Et donc, c'est l'enjeu des prochaines années. Probablement des changements de loi qui arriveront prochainement, dont je ne peux pas forcément parler aujourd'hui, mais voilà. Peut-être Marion, sur la partie secteur privé, est-ce que tu veux compléter ? Tout à fait. Sur la partie secteur privé, aujourd'hui, l'obligation légale oblige les entreprises qui génèrent plus de 250 millions de chiffre d'affaires à être accessibles et donc de publier leur schéma pluriannuel et leur déclaration d'accessibilité. Marine, arrête-moi si je me trompe, mais je crois qu'il y a aussi la directive européenne qui est en train d'être appliquée dans le droit français et qui, du coup, obligera tous les sites e-commerce et notamment aussi la partie e-book, livre numérique, à être accessible en juin 2025. Et là, il n'y a plus cette notion finalement de chiffre d'affaires. C'est vraiment tous les services e-commerce qui devront être en conformité et du coup répondre aux normes du référentiel général d'amélioration d'accessibilité qui est le RG2A. D'accord, ok. Oui, et peut-être faire une petite parenthèse, je me permets rapidement, sur le RG2A, donc c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui, comment est-ce que légalement on teste qu'un site ou un service est conforme aux exigences d'accessibilité ? La France donc, se distingue des autres pays, elle a créé en 2009, je crois, corrigez-moi dans le chat si j'ai faux, en 2009, le RG2A, donc tu parlais, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, c'est 106 critères qui permettent de tester qu'un site, qu'un service est
conforme à 75%, à 80%, à 100%, à 0%. Et aujourd'hui, c'est ce qui permet d'objectiver le niveau d'accessibilité. Et puis on reviendra peut-être là-dessus au fil des échanges, mais évidemment, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur ça pour s'assurer que les sites, services, produits sont 100% accessibles à toutes les personnes de la société. Avant qu'on passe plutôt sur l'inclusion avec Pamela, peut-être Yannick, est-ce que tu veux compléter sur ce côté test, vérification, puisque je le rappelle, c'est ton job, et notamment chez SNCF Connect. Est-ce que tu veux revenir sur cette partie testing? Alors, on reviendra sans doute dessus, mais c'est vrai que faire des tests d'utilisateurs, c'est toujours quelque chose de très complémentaire au RG2A. Un site peut être non conforme mais utilisable. Et inversement, certaines fonctionnalités peuvent être utilisables difficilement, alors que pourtant c'est accessible du point de vue du RG2A. Okay. Juste en complément de ce qui a été dit, la Fédération des aveugles de France vient d'ouvrir un site qui s'appelle l'Observatoire du numérique, de l'accessibilité numérique, pardon. Et sur 2006 sites, je ne sais pas pourquoi ils en ont choisi 2006, c'est dur à dire, ils auraient pu en prendre un de plus. Sur 2006 sites étudiés, 63 seulement ont une déclaration d'accessibilité. Donc il y a encore vraiment beaucoup à faire, et 17 étaient accessibles à 100%. Ok. On reviendra, je pense, dessus après. Pamela, côté inclusion, alors moi je bosse sur ces sujets-là avec la Tribe RSE Produits Responsables, et on est d'ailleurs intervenu chez Decathlon il y a quelques jours pour sensibiliser une partie des équipes à ces sujets-là. De manière très simpliste, j'ai souvent l'habitude de dire que l'inclusion, c'est finalement faire attention à ne pas exclure, ce qu'on fait assez naturellement dans notre vie quotidienne, par facilité. Tu veux dire exclure ? Oui, c'est ce qu'on fait. Malheureusement, en fait, tu vois, vraiment de se dire que naturellement, en ne prenant pas attention, en ne faisant pas attention, on exclut naturellement. Et voilà, j'ai souvent l'habitude de dire l'inclusion, c'est fait de faire attention de ne pas exclure. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as une définition peut-être plus poussée de la chose? Oui, j'aime bien ta définition. J'aime bien les choses qu'on a beaucoup de facilité à retenir. Donc déjà, merci pour cette définition. Je la trouve assez maligne. Moi, j'aime bien définir l'inclusion à l'intérieur d'un cadre un peu plus large. On parle souvent d'inclusion avec diversité et équité. Et pour moi, la diversité, c'est un fait. C'est la différence présente à l'intérieur d'un cadre, à l'intérieur d'une équipe, à l'intérieur d'un pays, à l'intérieur d'une organisation. Donc, pour moi, c'est un fait qui est mesurable. À partir du moment où tu as deux personnes qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas des jumeaux ou des clones, on a de la différence. Après, quelle différence on va aller chercher? Donc, c'est dans quel cadre? Ensuite, tu as la partie équité, qui est plus la philosophie, qui est comment, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Marine, c'est comment est-ce qu'on donne accès à tout le monde à tout ce que la société a à offrir. Sachant que tout le monde ne part pas forcément avec les mêmes privilèges ou les mêmes capacités, comment est-ce qu'on fait pour leur donner un accès équitable? Donc, pour moi, c'est une philosophie. Et derrière, tu as l'inclusion, qui, pour moi, est une démarche volontaire, qui est une volonté d'ailleurs qui se traduit en acte, qui se traduit en processus, qui se traduit en pratique pour pouvoir mieux intégrer cette diversité. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour atteindre cette équité? On va mettre en place des processus, on va mettre en place des garde-fous pour se dire que intentionnellement, vraiment dans les pratiques, on va aller chercher des usages auxquels on n'a pas forcément pensé. Et on va aller dépasser nos biais, inconscients ou conscients. Très clair. Je profite du fait que tu aies la parole pour te poser une question que j'avais prévue un petit peu plus tard. Mais tu as un poste en fait qui est assez récent en France. Je pense que tu as un poste qui est plutôt qui vient plutôt de boîtes anglo-saxonnes, puisque c'est un poste que tu as eu chez Decathlon là depuis 1 an, et puis avant chez Doctolib, chez GitHub aussi, il me semble. Est-ce que tu penses qu'au travers de la création de ces postes en France, il y a une vraie réflexion, la prise en compte vraiment d'une difficulté rencontrée par une bonne partie des utilisateurs et des consommateurs de ces marques-là? Je pense que, alors oui, la réponse courte c'est oui. La réponse un peu plus longue c'est, je pense que c'est à la fois une prise de conscience des entreprises qui voient ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, qui est souvent l'endroit où on va chercher dans la tech en particulier ce qui se passe et on s'en inspire. Mais il y a aussi une pression qui est mise par les consommateurs,
par les utilisateurs et utilisatrices et par les personnes en interne, quoi, nos collègues, tout simplement, qui se disent mais en fait, moi aujourd'hui j'ai envie de faire partie d'une boîte qui m'inspire, dans laquelle je sens que j'ai une utilité, dans laquelle il y a un vrai rôle citoyen. Et en tant que consommateur, consommatrice, utilisateur, utilisatrice, mais aussi en tant que collègue, en tant que personne qui produit pour cette entreprise, j'ai envie de me sentir fière et j'ai envie de me dire que, comme tu le disais tout à l'heure, je n'exclus pas. Et au contraire, j'inclus volontairement. Et tu as ça, tu as aussi la pression, évidemment, bassement mercantile, mais qui nous fait manger, qui fait que on se rend compte qu'en s'isolant de certaines populations, on passe à côté de certaines opportunités business. Donc, quand tu mets ça, plus le cadre légal qui est en train d'évoluer, il y a un moment où on se dit comment est-ce qu'on fait pour gérer toutes les initiatives ou les orchestrer. Et donc, c'est comme ça que des postes comme le mien apparaissent. Donc, nécessité légale qui font que on pousse vers ce type d'initiative. Il y a la poussée des gens dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise qui apporte une pression supplémentaire. Et puis, il y a aussi toute la partie rôle citoyen de l'entreprise avec toutes les considérations RSE qui font que maintenant, ces postes arrivent un peu plus en nombre. On les voit champignonner un peu partout maintenant dans pas mal de boîtes. Grands groupes ou start-up même. Très clair. Tu as commencé à parler justement des points de blocage et de la manière de valoriser ces choses-là auprès des stakeholders. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Je veux juste rebondir un peu sur la partie législation, du coup pour vous trois qui êtes plutôt sur des sujets d'accessibilité. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que tous les outils sont mis à disposition pour bien faire les choses, mais que les marques, les sites, les éditeurs ne jouent pas le jeu? Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi votre constat sur ces sujets-là? Peut-être Marie, je pense que c'est un vrai enjeu de rendre l'accessibilité accessible. C'est pas toujours facile de comprendre effectivement. De comprendre effectivement les lois. On parlait du RG2A, mais il y a le WCAG aux US avec les 75 critères. Je pense qu'effectivement, c'est pas simple en termes de lecture pour s'approprier finalement les normes, les réglementations et avoir des tips et l'avoir aussi dans son quotidien. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui existent, mais on peut mieux faire pour accompagner la partie produit, mais aussi les autres départements pour inclure systématiquement l'accessibilité dans le quotidien d'une boîte. Je crois d'ailleurs que le site du W3C a été mis à jour ces derniers jours sur ça. Tout à fait. Ouais. A priori, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus compréhensible. Marine, si tu veux. Je dirais pour moi, l'enjeu, c'est comment s'assurer que les équipes produits s'approprient toutes les meilleures pratiques sur tous les sujets. On parle d'accessibilité, mais c'est le même sujet sur le numérique responsable, la sécurité, le respect de la protection des données personnelles. En fait, on doit s'équiper et s'entourer des personnes qui sont compétentes et qui ont la capacité de maîtriser leur sujet. Et quand une entreprise ou un organisme public s'appuie sur de la prestation, de l'externalisation, elle doit être en capacité de piloter cette externalisation et d'avoir les compétences en interne pour juger de la livraison, pour juger des méthodes mises en place, etc. Donc en fait, pour moi, l'enjeu, c'est la montée en compétences en France sur les métiers du numérique. En fait, on est assez en retard vis-à-vis des pays anglo-saxons, pas que sur le sujet de ces nouveaux rôles que tu incarnes. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment global. On a besoin davantage de chefs de produits, de designers, de responsables de recherche utilisateurs, de UX writers, etc., évidemment d'experts en accessibilité numérique, des personnes sur l'accessibilité numérique qui soient compétentes en termes de développement, de design. En fait, il faut le voir comme quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'emplois qui se créent et on a un vrai besoin. Donc là, s'il y a un message, peut-être que je vais un peu trop vite s'il y a un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent, c'est formez-vous et rejoignez des équipes qui vous inspirent et des projets qui vous inspirent, comme peut-être Decathlon par exemple, ou le service public.
Tu viens de me voler mon tips de la fin. Mince, Bon, faut que je trouve autre chose. Merci, du c'est coup. la fin de cette table. pardon. Yannick, justement, Marine parlait de ses rôles spécifiques en interne dans certaines boîtes. Toi, tu es consultant externe chez SNCF Connect. Est-ce que tu travailles en binôme avec des gens qui, eux, sont en interne et travaillent spécifiquement sur ces sujets? Comment ça se passe? Alors clairement, oui. Moi, je suis effectivement externe. J'interviens au nom de la société Atalan chez SNCF Connect. En fait, en interne, on a un référent accessibilité numérique, qui est quelqu'un qui, on va dire, joue du point de vue politique, parce qu'il faut aussi que ça descende, de la hiérarchie. On a une interface en fait avec les designers, donc une personne qui a simplifié en fait les 106 règles en 14 règles absolues. Et chaque projet, chaque élément du design system est toujours vérifié par une revue d'accessibilité. Okay. Et ça ne va pas en développement tant que ça n'a pas été vu en revue. Et après, on a un certain nombre de développeurs aussi spécialisés dans l'accessibilité numérique. Et moi, quand même, qui fait du test d'utilisateur. Mais évidemment, elles ont tout dit, mais c'est évident qu'on se rend compte que les gens ont un manque de formation. C'est-à-dire qu'ils ont la volonté, mais ils n'ont pas forcément les connaissances. Donc je pense qu'il faut aussi que le parcours de formation des développeurs, des designers, etc., intègre beaucoup plus l'accessibilité. Et je crois que là, il y a vraiment un enjeu aussi très important de ce côté-là. Peut-être Marion, sur la partie Content Square, beaucoup de personnes là, qui nous regardent aujourd'hui utilisent l'outil, mais je pense n'ont pas connaissance du fait qu'il y ait une fondation associée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment les deux s'imbriquent, le pourquoi du comment? Alors, Content Square s'engage sur l'accessibilité numérique depuis 2020. Et donc, la fondation a été justement lancée pour promouvoir ce sujet. Et aujourd'hui, on travaille notamment côté Content Square Foundation avec l'Institut de la Vision. Notre but, c'est de mieux comprendre le comportement des utilisateurs ayant besoin d'accessibilité. Et là, par exemple, un très bon exemple de travail conjoint avec Content Square, c'est que Content Square nous met à disposition sa technologie pour aller collecter de la data et pour parler du coup très concrètement à notre audience, ce qu'on essaye de mettre en évidence, c'est par exemple grâce à des patterns de la navigation par clavier, si on surligne le texte, si on utilise un zoom, c'est des éléments qui peuvent nous faire penser que ces utilisateurs ont besoin d'accessibilité. Et donc grâce à un partenariat de recherche avec un institut, on arrive à faire des tests avec des patients en situation de handicap et des contrôles. L'idée, c'est d'améliorer finalement et de comprendre en fait le comportement des utilisateurs. Donc c'est là où ça rentre avec le cœur de métier de Content Square. Exactement. Et aussi avoir un peu plus de données et de compréhension sur le sujet de l'accessibilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on discute avec des marques, on en parlait tout à l'heure de la notion finalement d'audience et de business. Tu le rappelais, 1 milliard de personnes sont en situation de handicap, ça équivaut à 15% de la population mondiale. Et aujourd'hui, quand on discute avec les marques qui veulent amorcer leur transformation sur l'accessibilité numérique, il y a cette notion de ROI qui revient le plus souvent sur la table pour prioriser ces sujets. Et on aimerait, grâce à cette étude et cette partenariat de recherche, dire effectivement peut-être que X% du trafic global navigue avec un besoin d'accessibilité et rencontre du coup des points de friction et ne peut pas du coup naviguer aisément sur votre site. Ce côté ROI, justement, Pamela, que ce soit chez Decathlon ou dans tes expériences passées, est-ce que ce côté, on passe à côté d'une partie de notre cible, de nos utilisateurs naturels? Est-ce que c'est un point que toi, tu utilises assez régulièrement? Et puis après, je poserai la même question à Yannick. En gros, aujourd'hui, comment vous faites en interne, aujourd'hui et même dans le passé, pour dire il y a cet enjeu-là, et cet enjeu-là, il est sur le fait d'amener un service à des personnes qui sont en attente, et derrière, il y a évidemment du ROI. Oui, je pense que c'est important de se dire que, quelle que soit la raison pour laquelle on va vers l'accessibilité ou vers l'inclusion,
L'important, c'est qu'on arrive à destination. Et parfois, moi, pour convaincre les personnes auxquelles je parle, je vais plutôt aller sur l'angle pression de votre base utilisateur. Parfois, ça sera et votre rôle sociétal. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme héritage? Quel impact vous voulez avoir positif sur la planète? Parfois, ça sera le ROI, quoi. Donc, je mange un peu à tous les râteliers là-dessus. J'ai absolument aucune honte à le dire. Je vais parler à la personne que j'ai en face de moi dans un langage que la personne comprendra. C'est aussi ça l'inclusion quelque part. Et encore une fois, pour moi, peu importe la raison pour laquelle on y va, tant qu'on y croit et tant qu'on y va à fond. Le ROI, c'est une des choses qui peut faire un peu réagir certaines personnes qui ne sont pas forcément convaincues de l'utilité à court terme de l'accessibilité ou de l'inclusion. Mais quand tu vois que sur ce qu'on appelle la diversité, je suis en train de parler de la moitié de l'humanité, donc par exemple diversité de genre, si on parle de genre binaire homme-femme, les boîtes qui ont des conseils d'administration et des comex de manière générale qui sont un peu plus paritaires, hommes-femmes, sont des boîtes qui, en général, ont une marge brute qui est plus forte de 10% que les autres boîtes. Quand on voit l'innovation, pour des boîtes qui sont plus diverses de manière générale, ethnique, culturelle, etc., ce sont des boîtes qui ont un revenu d'innovation qui est bien supérieur aux autres boîtes. On parle de 20% en plus en général. Donc, ça, c'est aussi un argument choc souvent pour les boîtes. Ça ne devrait pas être le seul argument. Mais évidemment, on ne vit pas dans un monde idéal avec des idées formidables. Donc, c'est un des leviers que j'utilise. Après, ce qui est important, c'est qu'on arrive à se munir en termes de soutien, en termes de data aussi, parce qu'il faut qu'on arrive à partir de quelque part, pour pouvoir aller dans ce chemin-là. Et se dire que c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est accessible, en fait, l'accessibilité. Et c'est toujours mieux de commencer, c'est ce qu'on disait, c'est by design, c'est toujours mieux de commencer avec ça en tête, avec l'approche depuis le départ, plutôt que de devoir rattraper une dette d'accessibilité derrière. Malheureusement, on ne peut pas toujours le faire. Et dans ces cas-là, faut commencer. C'est tout bête. Je vais faire un peu de Capitaine Obvious et puis enfoncer les portes ouvertes, mais il faut commencer quelque part. Et commencer quelque part, c'est avoir une volonté, avoir le sponsorship, avoir le soutien, l'ambition d'une entreprise, l'ambition d'une organisation pour pouvoir y aller. Est-ce qu'on va se prendre des gamelles? Certainement. Est-ce qu'il va falloir qu'on remette des sous, des ressources, de l'ambition sur ce qu'on est en train de faire? Oui. Est-ce qu'on va se tromper? Oui. Est-ce que c'est grave? Non, parce qu'on apprend. Voilà. Très clair. Yannick, du coup, sur côté SNCF, alors moi j'ai tendance à dire, Marine, tu vas peut-être me dire que j'ai tort, mais j'ai tendance à dire que la SNCF, on est quasiment sur du service public. Voilà. En tout cas, c'est un service absolument indispensable et qui va l'être de plus en plus. Est-ce que le fait d'être à la fois consultant sur ce sujet-là, mais aussi consommateur, bénéficiaire quasiment, est-ce que ça te permet, toi, de prouver davantage, Yannick, le ROI potentiel, de dire, vous savez, moi, le handicap que j'ai, c'est potentiellement X milliers de personnes là supplémentaires sur l'arrivée des vacances, sur les réservations, et de fait, je peux vous dire que là, si on priorise cette fonctionnalité-là, en tout cas si on priorise la gestion d'accessibilité de cette fonctionnalité-là, je peux vous garantir qu'on va faire 10% de CA en plus. C'est clair que de toute façon, si on estime à peu près à 20% le nombre de personnes handicapées, je crois qu'il n'y a aucune entreprise qui peut se passer de 20% de son business. Donc ça, c'est très clair. Moi, je le rappelle souvent. Chez SNCF Connect, en tous les cas, on essaye sur le scoring, par exemple, des anomalies, on essaye vraiment de donner un poids différent à l'accessibilité en rajoutant certains points, par exemple, notamment sur tout ce qui est image de marque. C'est-à-dire que moi, en tant que personne handicapée, quand un site n'est pas accessible, j'hésite pas à en parler autour de moi. Et inversement. Donc en fait, le bad buzz ou le good buzz, il est là aussi. Donc l'image de la marque se trouve vraiment touchée par cette accessibilité. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et effectivement, le fait aussi de faire des tests utilisateurs, moi je suis au sein des équipes, c'est-à-dire que quand à un moment je leur dis attends là, tu comprends, j'étais à la gare du Nord ce matin, j'ai regardé mon train, en fait il me dit qu'il était là et en fait il était supprimé, mais c'est simplement une erreur dans le code du lecteur d'écran, c'était mal remonté. Là ils ont compris quoi.
À partir du moment où on met de l'humain dans tout ça, c'est beaucoup plus simple et clair pour les équipes. Très clair. Marine, est-ce qu'il y a une volonté de faire finalement des services numériques, du service public, vraiment une vitrine de ce qu'il faut faire et est-ce que, au travers de ce qui est fait, il y a, je sais pas, un programme d'accompagnement du public vers le privé? Est-ce qu'il y a une passerelle qui est possible? Comment ça fonctionne? Alors, pour ce qui est de l'exemplarité des services publics numériques, je pense que ça se construit jour après jour. Hein. J'aimais bien ce que tu disais sur... on avance, c'est compliqué, mais il faut bien démarrer quelque part. Notamment, il y a peut-être quelque chose à valoriser côté État, c'est le système de design de l'État, le design system, qui a été lancé en bêta en 2020, qui est composé de composants 100% accessibles, évidemment, même si ça ne suffit pas à rendre des services et produits accessibles, mais qui est très bien produit, très bien designé, qui permet d'accéder, documenter, etc. Donc ça, c'est une première brique qui permet, je pense, dont d'autres organismes peuvent s'inspirer. Alors, tu vois, typiquement, sur le design system, il est destiné au service public. Oui. Est-ce qu'il y a quand même une possibilité de s'en inspirer largement pour le privé? Je sais il me semble que son code est disponible de manière ouverte. Ouais. Simplement, c'est le système, le service d'information du gouvernement qui pilote ce projet, je tiens à le dire. Évidemment, on peut s'en inspirer, mais on ne doit en aucun cas créer une interface qui va ressembler aux interfaces de l'État. Okay. Donc, si on s'en inspire, on doit changer drastiquement l'expérience visuelle pour ne pas reproduire la marque de l'État, puisque l'importance de la marque de l'État, c'est de rassurer les utilisateurs des services publics, de créer un écosystème qui se parle, qui est harmonisé, etc., etc. Mais après, les briques techniques, évidemment, absolument. Les bonnes pratiques sont là, autant s'en inspirer et se les réapproprier. Absolument. Ok. Tu avais peut-être d'autres trucs à ajouter? Je me souviens plus de la deuxième partie de ta question. J'ai une question. Est-ce que c'est open sourcé? Il me semble que oui. Je crois que oui. Vérifier, mais a priori, oui. Okay. Je suis sûre à 98%. J'aime bien ces 98% de certitude. Voilà. Non, mais Très bien. Marion, côté Content Square, vous avez un plugin qui s'appelle Readapt. Quand on a préparé cette table, je t'avais dit que je te proposerais de dire à un moment donné que l'objectif de ce plugin, c'est qu'il disparaisse à terme, puisqu'il est là pour finalement aider les personnes par rapport à leur handicap, et qu'à terme, l'idée, ce serait d'intégrer directement ces fonctionnalités dans des navigateurs, voire même dans les sites eux-mêmes. Est-ce que tu as des c'est concrètement la genèse de ce plugin et puis la volonté, en fait, côté Content Square, de continuer à l'utiliser, à le pousser? Tout à fait. Alors, la genèse de ce plugin, c'est finalement de répondre à une problématique immédiate. Aujourd'hui, plus de 70% des contenus web ne sont pas accessibles. Donc, notre apport ici, via un produit innovant, gratuit et open source aussi, c'était de proposer une extension, en fait, navigateur, donc disponible sur Chrome, Safari, Firefox et aussi sur Word, parce que les documents numériques ont aussi besoin d'adaptabilité ou d'accessibilité. Et donc là, c'était de répondre à une problématique très court terme pour permettre aux utilisateurs ayant besoin d'accessibilité, plutôt sur les troubles cognitifs comme la dyslexie, de personnaliser leur confort de lecture. Donc on va les mettre en avant, on va modifier la police, les interlignes, pouvoir activer une synthèse vocale. Et effectivement, c'est un projet court terme parce que notre projet long terme, c'est d'amorcer un changement systémique et donc d'embarquer les marques pour qu'elles créent des interfaces accessibles et inclusives. Et donc normalement, si le site est accessible, on n'aurait pas besoin d'outils comme celui-ci, même s'il pourrait être additionnel, notamment je parlais sur les troubles cognitifs comme la dyslexie. Mais oui, c'est plutôt dans une vision de se dire on répond à une problématique court terme, mais par contre, notre stratégie philanthropique, c'est du coup de ce lobbying et d'amorcer cette transformation pour que tous les sites soient accessibles et inclusifs. Est-ce que, Pamela, tu connais des plugins qui, un peu comme Readapt, permettent de gérer l'inclusion automatiquement sur un site? Je ne connais pas, mais là, du coup, tu me lances dans une espèce de recherche qui va m'obséder pendant toute la soirée, je pense. Donc, merci beaucoup. De rien, avec plaisir.
On avait une question sur le chat qui était, alors pour le coup c'est peut-être toi côté Yannick et du coup SNCF, est-ce qu'il y a des outils pour savoir si on respecte les critères RG2A ? Alors effectivement, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire des sortes d'analyses, mais ça ne va que donner une idée. Par exemple, effectivement, s'il n'y a pas d'alternative à une image, tout de suite, ça va le relever. Mais peut-être qu'il n'en faut pas d'alternative. Donc en fait, il y a vraiment l'analyse humaine qui doit être faite quand même, parce que aujourd'hui, il n'y a pas encore d'intelligence artificielle qui sait jauger, par exemple, si le texte qui est dans l'image est pertinent ou pas. Donc, pour moi, rien ne vaut l'œil humain encore pour le moment. Donc, il est important d'avoir des audits d'accessibilité, soit en interne si vous avez des gens formés, soit en externe. Et juste pour revenir sur tous les plugins et tout ça, rien ne vaut un site accessible. Donc, attention aux solutions qui vous ont offert clé en main et qui, parfois, pour améliorer l'accessibilité d'une ou deux personnes, vous ne traitez pas les 100 autres. Donc, attention. Okay. Peut-être pour rebondir là-dessus, alors en termes d'outils qui font tout le job sans rien avoir à faire, en effet, on n'y est pas. Je peux peut-être démarrer. Il y a donc le site accessibilité.numérique.gouv.fr, donc c'est le site du RG2A, donc c'est un premier outil qui a été refait ces 6 derniers mois pour être plus accessible et plus facile d'utilisation. En effet, il y a des outils qui permettent d'automatiser des tests, mais ils ne permettent d'automatiser qu'à peu près jusqu'à 30% des critères du RG2A. Et donc, en fait, faire un test ne donne pas du tout une bonne idée du niveau de conformité au RG2A. Ça peut être intéressant pour commencer à attaquer les premiers problèmes et à les résoudre, mais voilà, ce n'est pas une solution en soi. En revanche, nous, il y a un outil qu'on a développé au sein de l'équipe Design Gouv qui s'appelle ARA, ara.numérique.gouv.fr, et qui est un outil qui est destiné aux auditeurs. Et c'est vrai que, encore une fois, on a besoin davantage d'auditeurs et d'auditrices qui rejoignent le marché du travail. Et jusqu'à présent, les audits, ça se fait sur des tableurs. Voilà, c'est des tableurs très très complexes. Il y a les échantillons de pages, les critères, etc. Donc on a voulu créer une solution numérique qui permettait finalement d'alléger un petit peu le travail de l'auditeur ou de l'auditrice. Et donc c'est ARA qui est aujourd'hui en bêta. Je vous invite à l'utiliser. Que vous travaillez dans le secteur public ou le secteur privé, c'est évidemment disponible en libre, en open source. Vous pouvez le forker, vous pouvez en créer votre propre outil de marque blanche pour gérer toutes vos audits au sein de votre organisation, peu importe sa taille, et d'avoir vraiment un outil central. Mais donc, ça nécessite une personne humaine qui va réaliser l'audit. Dans les prochains mois et années, on va regarder pour ajouter une automatisation, à terme aussi avec de l'IA, parce qu'on pourra, avec des modèles bien précis, arriver à automatiser davantage de tests. L'autre avantage d'ARA, c'est que ça permet aussi de créer des rapports d'audit qui soient un peu plus agréables, en tout cas, qui donnent un peu plus envie à tous les développeuses et les développeurs de s'approprier le sujet, puisque il faut rendre le sujet plus accessible, comme le disait Marion. Après, voilà, moi, je note quand même au travers de tout ce qu'on s'est dit, c'est que on est globalement sur un travail d'humain pour mettre à disposition des solutions à d'autres humains. Donc, c'est fou, non ? Donc, très clairement. C'est passionnant, je vois l'heure qui tourne, on pourrait en parler des heures. Ça fait déjà 38 minutes qu'on en parle. Pour conclure, je veux bien, peut-être chacun, que vous me donniez un petit tips, une ressource, vraiment, ou l'outil qui, au quotidien, pour vous, permet d'accélérer les choses, sur l'inclusion et sur l'accessibilité. Peut-être, Marion, si tu veux. À part Readapt ? Non, je vais te donner autre chose. Non, pour moi, primordial, formez-vous, sensibilisez-vous. Et du coup, la Content Foundation a lancé une masterclass de sensibilisation 45 minutes où on retrace les lois, les différents handicaps, donc à retrouver effectivement sur notre site, et vous pouvez vous certifier, notamment à terme pour de l'employabilité. On veut recruter des personnes qui connaissent ce sujet. Donc formez-vous. Je reviens sur ce que tu disais, Marine, tout à l'heure. Très cool. Marine, peut-être si tu veux. Avec plaisir. Alors moi, l'outil que vous avez déjà
tous chez vous, j'en suis sûre, c'est le fait de se questionner et de questionner tout ce qu'on produit dans nos vies. Et je sais que vous le faites aussi chez Decathlon beaucoup. Et donc, la question de la rationalisation, de voir comment est-ce qu'on peut essayer de faire moins de fonctionnalités, moins de produits, s'inspirer réutiliser des communs numériques pour avoir moins à gérer. Et moins on a à gérer, plus c'est facile de rendre accessible, plus c'est résilient aussi dans le temps, moins ça nécessite d'énergie. Et durable en plus. Et durable. Donc voilà, une vraie logique d'éco-conception. Je valide. Peut-être Pamela, si tu veux enchaîner. Je vais continuer. Du coup, tu m'as encore volé mon truc. Merci Marine. Bon, ok, on répétera mieux. Hein. Moi, ce que je vais ajouter, du coup, c'est quelque chose qui est faussement angélique. C'est certes, formez-vous, mais aussi pensez à qui vous avez autour de la table. Quelles sont les perspectives qui vous manquent. Soyez curieux. Et allez chercher d'autres perspectives. Et ça vous permet d'intégrer de l'humain, pas juste sur des est-ce que mon pixel est bien placé, est-ce que mon contraste, etc. C'est comment est-ce que à l'usage, les gens, pas juste une persona inventée, mais comment est-ce que les gens vont vraiment utiliser votre service, votre site, votre appli, etc. Donc réintégrer de l'humain, soyez curieux, regardez les perspectives qui manquent autour de la table. Super. Yannick, pour conclure. Eh ben donc, moi, je vous conseille le site AccedWeb, qui a été développé par Atalan, avec des fiches techniques qui résument vraiment en fonction de chaque type de contenu et en fonction de chaque métier. C'est-à-dire que tout le monde doit s'impliquer dans l'accessibilité. C'est pas que le développeur, c'est pas que le designer, c'est aussi le chargé de projet, etc. Donc voilà, tout le monde est impliqué. Et comme ça a été dit, il y a vraiment des humains derrière. Je vous promets que trouver un dead picker accessible, il faut se lever tôt le matin. Pour réserver mes vacances, ça a été une vraie galère, quoi.